Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans cette autre émission qui nous permet de nous interroger, qui nous permet d'avoir une emprise sur la réalité. Ce matin, sur la liberté et le déterminisme, nous allons échanger avec le professeur Mouchili. Bonjour professeur. Bonjour et merci pour l'invitation renouvelée. Professeur, parmi les concepts les plus flous et les plus ambigus que traverse l'humanité, j'ai même envie de dire depuis toujours, il y a la question de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est une question qui traverse le temps en philosophie. Et il y a toujours eu des oppositions ou des débats mettant en opposition plusieurs cultures intellectuelles à ce stade. Bon, mais si on veut ne pas aller très loin dans l'histoire, il y a ce matérialisme sociologique ou historique qui voudrait faire de la liberté non pas un principe permettant de voir en l'homme une autonomie absolue. Parce que les matérialistes historiques estiment que, à l'instar d'André Comte-Sponville, que la société et la nature, l'environnement, nous déterminent. Quand même on croirait qu'on pense de manière à défier cette nature. Il n'y a que les modes de vie ensemble par rapport à son environnement nous déterminent toujours. Et que c'est parce qu'on ne va pas loin pour puiser dans la nature profonde de l'homme pour comprendre qu'il y a ce déterminisme naturel et historique, ou biologique aussi, qui ferait en sorte que nous ne soyons pas aussi libres que nous croyons. Mais il y a ces rationalistes, avec à l'instar Luc Ferry. Luc Ferry estime que nous arrivons au monde déterminé naturellement, c'est vrai. Mais notre capacité à raisonner, notre intelligence, qui se fonde sur la constitution même, sur la base de la constitution même de notre système nerveux, avec les interactions indirectes et indirectes qui ont lieu entre les cellules neuronales, il y a à cela à ajouter le principe de la plasticité cellulaire, qui sont des déterminants nous permettant d'avoir la propension à la liberté. Parce que la plasticité des cellules nerveuses est infiniment extensible, il n'est donc pas possible de penser que l'homme serait déterminé. La liberté humaine à ce niveau est absolue. C'est-à-dire la capacité pour l'homme de défier la nature, de reconstruire la nature. Et c'est à ce niveau qu'il faut penser que lorsque on croit que l'homme est déterminé par la nature, on croit que l'homme est déterminé par les principes sociologiques qui sont parfois comme des modes permettant de créer l'équilibre sociologique ou bien social. À ce niveau, on pourra verser dans ce principe qui aujourd'hui consiste à ce qu'on voit en l'écologisme ou l'écologie, le moyen de sauvetage de l'humanité actuelle, parce qu'en oubliant que nous ne sommes pas totalement libres et que nous sommes déterminés par la nature et la société, nous sommes versés dans une logique scientifique de production qui pourrait amener l'humanité à sa propre extinction. Alors, pour ceux qui sont matérialisme historique ou sociologique ou biologique, ils fondent la liberté humaine sur la base d'un déterminisme qui ne nous permet de parler que d'autonomie jusqu'à un certain niveau, mais ne jamais parler de la liberté totale. Or, le rationalisme nous montre bien qu'en étudiant bien les constituants humains qui nous propulsent vers la liberté, on doit savoir que le principe de l'élasticité des cellules neuronales n'est pas défini, c'est indéfini. Et comme c'est indéfini, dans sa capacité à nous propulser vers autre chose que ce qu'on a déjà, il n'est pas question qu'on parle de déterminisme.
C'est-à-dire, les deux concepts pour définir l'humain ne sont pas acceptés par différents courants sur le même sujet. Pourquoi? Parce que on ne peut pas contester à l'homme d'avoir découvert que ces cellules neuronales sont plastiques et cette plasticité étant extensible à l'infini, nous ne pouvons pas nous enfermer dans une logique de déterminisme. Oui, oui. Prof, est-ce que finalement, même si le déterminisme n'est pas derrière l'homme, c'est-à-dire que l'homme, ce n'est pas a priori ce déterminisme-là, est-ce que finalement, même a posteriori, l'homme ne recherche pas toujours à créer des cadres? L'homme recherche la création des cadres, mais aucun cadre n'est définitivement satisfaisant. Voyez-vous. Ça veut dire quoi? Dans la tension permanente entre l'être, ce que nous sommes maintenant et ce que nous vivons maintenant, et le devoir-être, c'est-à-dire le projet que nous voulons réaliser et vivre autrement, il n'y a pas un moment d'arrêt. C'est-à-dire aucune situation, aucune étape existentielle n'est totalement satisfaisante. L'homme vit comme un être inachevé et qui cherche son achèvement dans la propulsion de soi-même vers un avenir toujours à refaire. En effet. Oui, oui. Donc, il n'y a pas un stade d'existence où l'homme peut accepter de s'auto-glorifier comme s'il avait fini. Non. Ce qui caractérise même l'homme, c'est l'inachèvement à l'infini. Voyez-vous? Ça veut dire que les matérialistes veulent déterminer l'homme à partir d'une nature inflexible. Or, ce qui caractérise l'humanité, c'est la flexibilité permanente de ce qu'on va entendre par nature. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de nature arrêtée. Il n'y a pas de cadre a priori arrêté. Il n'y a que des cadres en construction et en reconstruction permanente. Voyez-vous? Du coup, si l'homme met en place un cadre, il est provisoire. Il est provisoire, toujours. Oui. Tous les états d'être sont des cadres provisoires. Mais prof, nous n'allons pas ne pas regarder cette tendance commune à vouloir s'installer, à trouver un confort, une stabilité. Et vous voyez dans des formes d'expression, quelqu'un vous dit « j'ai atteint la stabilité ». Oui, oui. Bon, celui qui dit qu'il a atteint la stabilité est naïf. Parce que c'est une stabilité qu'on recherche par rapport à l'idéologie néolibéraliste qui nous gouverne en ce moment. C'est-à-dire une politique sociale articulée au système concurrentiel ou bien compétitif inventé par la politique capitaliste de notre temps. Mais si nous rentrons chez les classiques du capitalisme, à l'instar de Adam Smith, il n'y a pas de capitalisme possible si la société n'est pas promue. Parce que, en l'absence de l'État comme principe régulateur de l'idéologie capitaliste ou néolibérale, on entre dans la jungle et dans la promotion des monopoles. Et à partir de ce moment, c'est les transnationales qui deviennent les principaux les principales instances de gouvernance de toute la société. Parce que la société n'a plus de place. C'est-à-dire, l'humanisation de la société n'est plus l'objectif du politique et de la politique. Or, il faut savoir que c'est parce que Karl Marx estime qu'il n'est pas possible que des gens travaillent pour ne faire que nourrir ce que le capital. Alors même que le travailleur doit vivre du confort que peut provoquer, donc qui est la fin normale de son travail. Il pense à une révolution sociale où le travailleur ne doit plus être méprisé. Vous voyez? Déterminé par le non-travailleur, même si c'est celui-là qui possède le capital. Il faut une sorte d'organisation sociale telle que le travailleur soit
bénéficie du travail même qu'il fournit. Et non pas que ce soit seulement celui qui possède le capital. Mais il faut un système hiérarchisé qui organise la société avec des instances qui pourraient évaluer le mode de respect des droits entre les individus au sein de la même société. Mais si on entre dans la logique néolibérale de notre temps, où les États ont démissionné de leur rôle régalien pour laisser le marché s'auto-équilibrer, là on est entré dans la logique de la jungle, où on va vers la monopolisation par quelques individus de tout le système économique. Et ces individus soumettent l'ensemble du monde à une idéologie unidimensionnelle. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi un regard unidimensionnel de la science. Ce regard unidimensionnel naît de quoi? De ce qu'on croit que la perspective qu'a entreprise la science en ce moment est la seule possible. C'est-à-dire le monde néolibéral, où nous exploitons toute la matière première parce que nous en avons les moyens, quitte à ce que les pays qui disposent des matières premières dans leur sous-sol et n'en ont pas les moyens d'exploitation, quitte à ce qu'ils meurent. Voyez-vous, ça signifie que on va vers une liberté qui nous conduit vers le suicide, c'est-à-dire le suicide collectif. Parce que celui-là qui a le capital et qui monopolise l'économie n'est pas en sécurité face à ceux qui veulent revendiquer. Ça peut expliquer certaines formes de terrorisme. Non pas que le terrorisme est explicable parce qu'il n'est pas question que des innocents meurent pour des causes qui ne sont pas les leurs. Voilà. Mais ça veut dire que nous entrons dans une logique qui promeut l'implosion sociale à tout moment. Si la liberté doit aussi contribuer à la reconnaissance en l'homme de l'existence d'un autre homme, alors on comprend que la liberté est un système de vivre ensemble qui permet à chacun de reconnaître en chacun ou en l'autre la nécessité d'exister, c'est-à-dire une valeur existentielle qui ne peut être remise en question. Parce que si nous voulons, comme nous le pensons dans notre philosophie humaniste depuis le début du XVIe siècle, croire que nous sommes devenus de nouveaux dieux, il ne s'agira pas de dieux individualistes, mais de dieux qui reconnaîtront en d'autres hommes la même nature divine. C'est ce que nous avons. Oui, oui. Ça veut donc dire que la nature humaine n'accepte pas de contraintes autres que ce qu'elle s'impose à elle-même. Voyez-vous? Si c'est déterminé, mais j'accepte, mais je dirais que c'est déterminé en fondant en soi des déterminants, pas des principes déterministes. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de déterminisme, on pourrait enfermer l'homme dans un carcan définitionnel. Or, il ne s'agit pas d'enfermer l'homme. Il s'agit de reconnaître en l'homme un être en devenir. Surtout que l'homme, même sur le plan intrapersonnel, a des difficultés à s'enfermer, puisque nous avons une pression au fond de nous qui font que même dans la dimension biologique, ou bien de notre corps tout simplement, il y a toujours un mouvement, entre notre esprit et notre corps. Comme ça, on peut considérer que l'homme est condamné à s'autodéterminer, tel que vous dites. Vous avez dit entre notre esprit et notre corps, mais je dis entre notre corps et notre corps. Parce que c'est encore le corps qui peut jouer. Parce que les cellules elles-mêmes ne sont pas tranquilles. Hein. Si quand les biologistes vous expliquent comment les cellules sont tout le temps en train de bagarrer entre elles, parce qu'il y a même comment on appelle ça? Des êtres unicellulaires qui peuvent nous provoquer en nous donnant des maladies. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur et qui crée les micro-organismes là. Oui. Donc il faut voir, donc à l'intérieur du corps, il n'y a pas de repos. L'homme, c'est une usine en permanence en fonctionnement. C'est pour ça que vous allez voir l'éruption des abcès, des cancers, des tumeurs. Mais c'est toujours la résultante des luttes qui existent entre les différentes cellules qu'on trouve dans nos organismes.
Bon, c'est pour ça que je dis entre notre corps et notre corps, parce que je vois dans le monisme la seule possibilité de fonder l'essence de l'homme. Peut-être êtes-vous encore marqué par votre passé chrétien. Ah, peut-être. Et du coup, je renvoie nos téléspectateurs à l'une de nos émissions que nous avons, l'émission de la dernière fois. Prof, comment est-ce qu'on concilie la liberté ou bien le déterminisme et la pression existentielle? Ça semble... La pression existentielle ne peut pas fonder, ne peut pas permettre d'expliquer que l'homme serait déterminé a priori. Mais la pression existentielle signifie que l'homme se voit comme un être qui, ayant une haute idée de lui-même, pense sa vie proportionnellement à son intelligence, à la capacité de son intelligence à se déployer dans la conquête du monde. Voyez-vous? Et cette intelligence, qui est une dynamique, ne cesse pas de nous renseigner sur le fait qu'on n'est jamais arrivé pendant le cours de son existence. Et que l'arrivée est toujours loin de nous. Cela est suffisant. Et lorsque confronté à autrui, qui lui-même ne s'abandonne pas à un état d'être, vous avez l'exemple de quelqu'un qui va aller loin. Vous êtes obligé d'en faire un exemple. Et cet exemple vous met la pression. Voyez-vous? Cet exemple vous met la pression. Vous n'êtes pas arrivé là pour être spectateur naïf ou impuissant du monde. Nous sommes arrivés au monde pour être des créateurs même de ce monde. Parce que l'idée du monde que nous avons est l'idée que nous avons nous-mêmes inventée pour le monde. Parce que le savoir humain, l'intelligence humaine, tout ça fait que tout part de l'homme pour arriver à l'homme et pour l'homme. Voyez-vous? Bon, maintenant, l'existence n'est définie que par rapport à l'homme. C'est-à-dire par rapport au projet que l'homme définit pour soi-même et qu'il tente de mettre en œuvre afin que sa vie soit ce qu'il souhaite. Mais il n'y aura pas un instant d'installation permanente dans une sorte de bonheur ou bien dans une sorte d'extase. Il y aura toujours des problèmes qui seront la pression qui nous conduit, ou bien qui nous pousse, ou bien qui provoque en nous la nécessité de continuer à chercher. Et dans l'association sociale que nous formons avec les autres, en collaboration avec la présence des autres. Et c'est ça qui ferait la société. Oui, c'est ça qui fait la société, sauf que des idéologies peuvent nous détourner de l'objectif. C'est-à-dire, l'objectif pour un homme qui connaît, c'est un ensemble de possibles. Bon, maintenant, avec nous avons créé un système possible, qui est possible. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Par exemple, si nous partons de cette formule, je pense de Leibniz, tout est pour le mieux dans le meilleur. Voilà. Si nous partons de cette formule, ça signifie que le monde dans lequel nous vivons, avec cet art et ses réussites, est le meilleur des mondes possibles pour nous. Voyez-vous? Mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas possible de créer un autre monde avec une autre façon de vivre. C'est-à-dire, au lieu de crier tout le temps que les arbres sont en train d'être détruits, cherchons à réarboriser le désert, par exemple. Cherchons à faire en sorte que... Parce que nous avons eu un discours d'un leader africain qui pensait pouvoir rendre la Libye verte. Or, la Libye est en plein désert. Ce qu'il avait commencé à faire, ça veut dire que la science peut aussi se tourner vers là. Et ne pas avoir seulement besoin de faire de l'Amazonie et de la forêt tropicale des réserves mondiales. Ces arbres ont une durée de vie. Et quand quand ces arbres ne pourront plus se régénérer, qu'est-ce qu'on fera? Peut-être qu'à ce moment-là, on sera plus intelligent. Non, nous sommes déjà intelligents pour créer un renouvellement technologique parallèle. L'Égypte est actuellement en train de créer une capitale à 44 km de l'actuelle capitale, qui est le Caire. C'est en plein désert. Mais ils vont réaliser là-bas de la verdure, un paysage qui va rendre la vie possible. Voyez-vous?
ça peut se faire partout ailleurs. On peut, la chance que l'homme d'aujourd'hui a, c'est d'être parvenu à la réalisation des OGM. C'est ça l'avenir de la végétation, oui, et de l'humanité. Bon, maintenant, si on veut s'arrêter à pleurer parce que nos arbres sont en train de mourir, mais on va mourir. Mais si on sait qu'on peut aussi créer une flore qui défie les saisons, qui défie les types de sol et pousse nécessairement dès que ce type d'arbre a été planté. Mais on va échapper à ce futur terrible qui nous attend et qu'on nous enseigne à l'école. La radio ne dit que ça, la télévision ne montre que ça. Mais l'homme est intelligent. Même en lisant La science et le bon sens de Robert Oppenheimer, on comprend aussi que l'instinct de survie n'est pas totalement inutile. Même si ce n'est pas instinct de survie que nous serons amenés à changer ou à renouveler les applications technologiques, alors ce sera toujours une réussite. Parce qu'on pourra penser l'environnement autrement. Ce ne sera pas un environnement artificiel. Ce sera un original transformé. Parce que nous serons toujours dans la même pratique agricole. Et mais seulement avec des germes à planter qui auront été modifiés. Que nous avons créé. Oui, oui. Comme nous avons modifié. Oui, oui. À partir de ce qui existe. Oui, oui. À partir même de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine régénérative, ou à partir d'une cellule souche, on peut développer tout un tissu. Oui, on peut développer tout un tissu musculaire. On peut développer, c'est même possible de développer un organe aujourd'hui. Mais la science avance. Il faut qu'on fasse confiance à la science et il faut qu'on donne les moyens aux chercheurs de trouver toujours des alternatives. Pas qu'on vive le contexte ambiant comme la seule possibilité existante et par conséquent, comme ce contexte nous amène à la consommation abusive des données naturelles, on croit seulement à la mort, on ne pense plus à la possibilité de renouveler notre perception même de la notion d'environnement. Prof, ça me permet de vous poser la question de savoir si on peut faire une différence entre déterminisme et prédéterminisme. Bon, disons que la différence n'est pas grande. Le prédéterminisme est que, tel que cela se stipule, c'est que on peut être déterminé avant même d'être arrivé au monde. Ça, c'est a priori. Oui. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le créneau de votre existence a été défini avant même votre arrivée au monde et que vous ne vivez que pour circuler dans un espace qui a été défini. Oui. Là, on ne peut pas parler de liberté. Il n'y a pas de liberté. Est-ce que c'est ce que d'aucuns appellent le destin? Bon, oui, naïvement. Mais sinon, il n'y aura pas de destin. Le destin préétabli, c'est naïf de le penser. Mais le déterminisme, par exemple, c'est quand on interprète notre vie actuelle, qui est une course vers l'utile, non, vers des intérêts, généralement individualistes. C'est ça qui fait qu'on croit que nous avons créé nous-mêmes notre propre déterminisme. C'est-à-dire aller vers la fin des ressources vitales et mourir tranquillement de notre propre déterminisme. Mais au fond, c'est un choix existentiel parmi tant d'autres. Mais l'idéologie qui gouverne ce choix impose à la mentalité de l'opinion publique l'impossibilité de penser un autre avenir en dehors de cette façon de vivre. Et le débat reste plus sophistique que politique et scientifique.
Voyez-vous? Oui, prof. Oui, oui. Et on a déjà l'impression que, puisque les politiques en parlent, ça ne donne pas. Les idéologues en parlent, ça ne donne pas. C'est-à-dire, on n'arrive pas à une décroissance de cette poursuite, de cette course folle vers la super-industrialisation. On croit que c'est parce que le monde a fini de bien réfléchir. C'est pourquoi? Parce que nous sommes en train même aussi d'entrer dans un type d'éducation où on détermine les individus en ne pensant que par rapport à leur spécialité qui est désormais à des proportions infimes. C'est-à-dire, vous êtes médecin seulement de l'oreille, l'autre est médecin seulement de la bouche, et celui qui comprend l'oreille ne comprend pas le fonctionnement de la bouche. C'est ce type de spécialisation à outrance qui amène les hommes à avoir des visions obtuses, c'est-à-dire qui ne sont pas élargies par rapport à la compréhension de la totalité. Or, voyez-vous, c'est à ce niveau que la philosophie est la chance de l'humanité contemporaine, parce que la philosophie invite à l'interrogation sur ces spécificités très pointues qui gouvernent le type de savoir, les types de savoir que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, il faut donc désormais essayer d'avoir une vision élargie de ce dans quoi on se forme. Oui, oui. Donc, à ce niveau, il faut aussi penser que l'humanité ne sera totalement libérée que lorsque la conscience humaine sera en tout temps capable de faire la distinction entre l'idéologie, la sophistique et la réalité. Mais c'est en science, c'est dans les savoirs purs et durs qu'on conçoit l'objectivité ou le niveau nécessaire de construction de cette conscience capable de faire cette distinction et afin qu'on puisse poser les mêmes problèmes. Je veux fermer mon entreprise demain parce que je n'ai plus assez de clients, donc il renvoie 500 personnes. Et on vous dit, et vous ne réfléchissez en sortant de l'entreprise que c'est parce que c'est la logique des marchés. On ne peut pas réfléchir que c'est parce qu'on est incapable de penser la société autrement et d'orienter autrement la technologie. La technologie peut être dans le renforcement des acquis qui ont été déconstruits. Voyez-vous? C'est-à-dire, si on pense que la nature, quand nous sommes arrivés au monde, il y avait déjà des choses que la nature nous donnait gratuitement. On peut réinvestir dans le même domaine. Bon, à partir du moment où on sait d'emblée que la science est la recherche des possibles, ce monde possible grâce à la science n'est pas la seule possibilité qu'aurait pu créer la science. Par conséquent, pourquoi ne réfléchissons-nous pas sur d'autres possibles monde qu'aurait pu créer la science, au lieu de s'enfermer à discuter sur les mêmes choses et qui engloutit même tout le financement qui aurait pu être donné aux scientifiques pour qu'ils pensent autrement le monde. C'est-à-dire que nous devons réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons donner un autre sens à la liberté que nous avons. Oui, oui. Prof, peut-être que le problème, c'est l'organisation sociale que nous avons. Nous sommes dans un monde où parfois, bien très souvent, la vérité semble être politique. Oui, c'est pour cette raison que je dis que le monde n'est pas libre de toute idéologie. Le monde est gouverné par des idéologies. Et parfois, ces idéologies sont définies dans des laboratoires qui sont, à mon avis, ésotériques. Voyez-vous? Oui. Bon, et comme il faut faire triompher l'image d'une idéologie, on arrive à créer des discours qui vont amener les êtres humains à être aliénés par cet aspect qu'on veut nous présenter du monde. Or, le monde a des multiples facettes qu'il peut nous livrer, pourvu que nous soyons capables de réfléchir dans tous ces sens, pouvant créer toutes ces facettes. Et la science a la chance de nous être donnée comme la volonté de rechercher un ensemble de possibles. On peut sortir d'un possible pour un autre possible. Voyez-vous? Professeur, le problème, c'est peut-être que même la vérité scientifique n'atteint son affirmation qu'à partir du moment où le politique l'a validé. Justement, mais quand le scientifique dit cette zone est une ceinture de feu,
Le politicien ne va pas décider autrement. Hein. C'est-à-dire, ceinture de feu, prenons le cas du Japon. Est-ce que le politique peut décider au Japon de faire des barrages alors qu'on sait que c'est la ceinture de feu? Il y aura beaucoup d'eau, mais on va faire plutôt des centrales nucléaires pour alimenter le Japon en électricité. Ça veut dire que le politique qui ne suit pas le scientifique est un pays dans lequel on vit encore l'obscurantisme dictatorial. Vous voyez? Mais dans des véritables démocraties où l'opinion publique compte, il y a que le politique ne peut pas avoir raison sur tout. Sauf que dans ces cas-là, prof, je relance pour que vous fassiez bien la précision, pour que l'on comprenne. Sauf que même dans ces cas, dans ces pays dits développés, on est toujours reparti s'enfermer dans un cadre. On est soit de gauche, on est de droite, on est écologiste, on est du centre droit. Est-ce que ces enfermements, et vous vous souvenez de ma question quand on est entré, est-ce que finalement la destinée de l'homme n'est pas dans l'enfermement? Est-ce que ce n'est pas... À l'échelle du politique ou de la politique, on pourrait y croire. Mais ce n'est pas avec le discours idéologique qu'on construit le monde. Le discours idéologique peut orienter la mentalité du scientifique, mais sans jamais le déterminer. Parce qu'en orientant sa mentalité, on n'enlève pas à lui la capacité de faire autre chose que ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que il faut un élément moteur qui pousse le chercheur à comprendre que même s'il vit des financements du politique, il peut contraindre le politique à comprendre que le monde pourrait aller autrement que dans le sens décidé par le politique. C'est vrai que le politique a une grande prégnance, parce que le politique dans cette affaire est souvent soutenu par les instances financières les plus développées, à l'instar des transnationales. Dans ces instances où on brasse des grands financements, on peut être capable d'aliéner le politique et que le politique fasse des choses en faveur de ces instances de brassage des grands financements. Bon, mais il y a que le savoir du savant reste. Et comme il y a le principe de la non-neutralité dans l'activité scientifique, il y a aussi le principe de l'objectivité qui peut amener le scientifique à renseigner sur les possibilités qu'a la science à développer le monde autrement. Ça veut dire, nous sommes dans un système de dialogue où l'information ne vient pas seulement du haut. C'est pour ça qu'existent désormais les ministères de la communication. Nous n'avons plus de ministère de l'information. Parce qu'on savait que l'information venait du gouvernement et tout ce qui venait d'ailleurs était la rumeur. Mais quand on parle de la communication, parce qu'on peut être informé d'égal à égal, et pour cela, chacun peut, à partir de la connaissance qu'il a du monde, donner une idée qui sera une information. Voyez-vous? Nous avons ce vaccin qu'on utilise contre la maladie la plus ambiante à l'heure, le coronavirus, qui amène toujours à des interrogations par rapport à son efficacité. Peut-être parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour aller jusqu'à obtenir, à partir de la réflexion sur le séquençage génétique, à la fois de l'homme et de ces virus, trouver un médicament qui sera le plus compatible au corps humain, de façon à ce que cette compatibilité rende ce corps plus apte à combattre ce virus, si jamais il arrivait qu'un corps fasse, j'allais dire face à la maladie. oui, face à la maladie. À la maladie. Oui. Bon, c'est pour dire que la science, plus qu'elle avance, plus qu'elle se remet en question, plus que sa recherche est continue, plus qu'elle accepte ses défaillances et comprend ses erreurs comme des possibles moments d'invention d'instruments plus efficaces. En écoutant la science, on peut envisager d'orienter nos investissements ailleurs que dans ce qui se fait déjà. Prof, est-ce qu'on ne peut parler de la liberté que sur le plan qu'à l'échelle individuelle? Est-ce qu'on peut envisager la liberté comme dans l'association collective de la société? Oui. La liberté à ce niveau,
c'est qu'on accepte de se soumettre à un ensemble de règles qui gouvernent notre vivre ensemble. Ça veut dire que dans un territoire, un espace multiculturel comme le nôtre, on réussit à fédérer les subjectivités qui arrivent à comprendre que c'est dans un système d'État unifié ou unitaire qu'on peut avoir un vivre ensemble mieux élaboré où chacun se sentira libre parce que les lois qui existent vont créer des institutions, permettront de créer des institutions auxquelles tout le monde sera obligé de se soumettre. Et en se soumettant, on accepte cette soumission, non pas parce qu'elle dégrade notre liberté, mais parce qu'on a compris qu'on ne peut pas vivre comme simple individu. C'est quand on accède à la citoyenneté qu'on a des garanties de cette sécurité, puisque quand on est citoyen, on peut réclamer à l'État d'assurer notre sécurité. Or, quand on ne l'est pas, à qui devons-nous réclamer? Or, nous avons donné la force aux institutions légales. Ces institutions ont le devoir d'assurer, entre autres fonctions régaliennes, la sécurité du citoyen. Voyez-vous? Le citoyen est celui qui appartient réellement à un pays et non pas celui qui réclame des droits. Pourtant, parfois, il n'a pas de nationalité parce que peut-être il n'a pas d'acte de naissance. Donc, dans le territoire où il vit, il n'est pas reconnu comme membre. On est membre d'un pays parce qu'on en est citoyen. Oui, oui. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre que c'est nous, c'est notre liberté naturelle que nous décidons de civiliser en reconnaissant à l'autre le même type d'individualité que nous avons, le même principe de citoyenneté, le même type de personnalité que nous avons. Bon, maintenant, pour que ce respect soit maintenu dans un ordre établi par tous, il faudrait qu'il y ait une instance qui contrôle tous et chacun. Et que chacun fasse les efforts qu'il faut pour mériter sa citoyenneté. Oui, parce que la citoyenneté à ce niveau se mérite. Oui. Quand on ne mérite plus d'être citoyen, on se retrouve en prison. Prof, dernière question pour sortir. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le caractère scientifique de la loi? Je pose la question parce que si c'est la loi qui régit le cadre social, il faut à un moment donné l'interroger scientifiquement. La scientificité de la loi peut être retrouvée à deux niveaux. Premier niveau, la formulation et le caractère choisi pour que la loi soit bien élaborée au plan théorique. Il y a une scientificité. Bon, maintenant, au plan fonctionnel, il y a que la loi doit s'ajuster aux mouvements historiques qui ont lieu à l'intérieur de la société. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas une loi pour tous les temps. Encore qu'en science, il n'y a pas eu réponse pour tous les temps. Voyez-vous? Bon, maintenant, nous vivons la scientificité de la loi à l'échelle factuelle à partir des inventions que nous faisons pour que celle-ci soit garantie. Quand on parle de la paix, c'est un concept métaphysique. Mais la réalité de la paix s'évalue à partir de l'efficacité dont fait montre la force de maintien de la paix et de l'ordre. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui, dans la société, vous donnent l'assurance que vous êtes dans un pays de paix. Parce qu'ils appartiennent à un corps qui est chargé de maintenir cette paix. Et vous sentez que ce corps prouve son efficacité à partir du moment où vous pouvez aller et venir dans votre territoire sans être inquiété par un malfrat ou par des personnes qui ont décidé de ne plus respecter la loi. Oui. Voyez-vous? Donc, l'État est pensé scientifiquement. Et la force de maintien de l'ordre qui encadre le respect de la loi a un mode d'action essentiellement scientifique. C'est-à-dire, quand vous lisez par exemple comment on appelle l'histoire de la guerre, l'art de la guerre, oui, vous verrez que la protection d'un territoire
résulte d'une dynamique scientifique, même si elle est davantage mise en application par le politique. Du coup, on peut penser que le scientifique est le fondement du politique. C'est ce qui devrait être. Oui. Mais on a l'impression aujourd'hui que la politique est entrée dans un art de la démagogie qui s'arrête parfois à la sophistique, que c'est l'inverse qui est vrai. Or, le scientifique réfléchit, il pense, il remet en question, il essaie de changer, il se demande s'il va continuer à vivre malgré ses inventions. Il pose des questions sur l'avenir de l'homme qui est chargé de consommer ce qu'il pense. Voyez-vous? Or, le politique contemporain a beaucoup plus besoin de faire passer son idéologie que de savoir si toutes les sciences qui sont faites maintiennent les êtres humains en vie. Merci infiniment, professeur Moucheli. Merci d'être venu échanger avec nous sur la liberté et le déterminisme. Merci pour toutes les pistes de réflexion, les possibles, comme vous aimez bien, que vous nous offrez pour que nous puissions continuer la recherche, parce qu'il s'agit, comme nous l'avons dit au départ, des concepts qui sont très très larges, qui demandent assez de réflexion, de pointuosité pour pouvoir y arriver. Je vous remercie d'être venu échanger avec nous. Merci de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, merci. Merci pour ce moment. Merci d'avoir regardé et nous vous suggérons de vous abonner parce que c'est ensemble que nous construirons notre Afrique. À très bientôt sur Africa TV.